Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, vous le faire rafler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Petit à petit, la saison 2020 reprend. La semaine dernière a eu lieu la première course UCI post-Covid-19 en Pologne. Le World Tour, lui, reprendra le 1er août avec les Strade Bianche en Italie. Et bien évidemment, organiser une course dans les conditions actuelles revêt une dimension tout à fait particulière. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et les difficultés que les organisateurs peuvent rencontrer avec notre invité Nicolas Garcera, l'organisateur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, une course qui aura lieu le jeudi 6 août. Bonjour et bienvenue dans Chasse Patate, Nicolas. Bonjour à tous. Et pour m'accompagner, on retrouve également Anselme et Bertrand. Salut les gars. Salut. Et bien voilà, vous savez tout le monde est prêt. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Pour commencer, donc, on posait une question très concrète, très pratique, Nicolas. Il y a toujours cette limitation de 5000 personnes pour les rassemblements publics, qui normalement doit durer jusqu'à la fin du mois d'août, et aussi pas mal de mesures sanitaires qui doivent être mises en place. Concrètement, pour votre course, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, qu'est-ce qui a été mis en place, que ce soit au départ, à l'arrivée, autour de la course Alors, la partie la plus difficile à mettre en place et à gérer, j'ai envie de dire, ça va pas être la limite de 5000 personnes, puisque en fait, on est sur des espaces ouverts et sur la voie publique. Donc, la limite des 5000 personnes s'adresse uniquement quand l'on fait des enceintes fermées. Donc, par exemple, si on fait sur le village de départ, le village VIP, qui va être clos, là, par exemple, on est limité en nombre de personnes. Après, les gens qui seront le long de la route pour regarder les coureurs passer, on se retrouve juridiquement de la même manière qu'il peut y avoir des passants et des piétons dans une rue marchande en plein centre-ville. Donc, sur le long de l'itinéraire, s'appliquent les règles de distanciation sociale dictées par l'État. Donc, soit on est à 1 mètre, soit on doit porter un masque. On ne sait pas ce que vont devenir les contraintes dans les prochains jours. Vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, ce jour, il va y avoir donc le port du masque dans les enceintes recevant du public fermées. Donc, on devra s'adapter au fur et à mesure aux évolutions des contraintes. Donc, la limite des 5000 s'applique surtout sur ces zones-là. Zone de départ avec le village départ et zone d'arrivée au niveau des hospitalités, par exemple, où on reçoit des invités, des élus, des partenaires, etc. Au niveau du public, bien évidemment, qui va se masser sur et proche de la ligne d'arrivée, nous serons là aussi pour essayer de faire appliquer les contraintes de distanciation sociale. Mais il n'y a pas vraiment de jauge, si vous voulez, dans la pente, par exemple, du Mont Ventoux. On ne peut pas aller compter des gens sur la voie publique. Est-ce que tu ne crains pas justement qu'il y ait beaucoup de personnes liées à la période estivale, tout simplement, parce que l'année dernière, c'était beaucoup plus tôt dans l'année, donc le Mont Ventoux, il y avait clairement moins de gens. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas craindre justement qu'il y ait un peu trop d'affluence ? Alors, c'est un point qu'on évoque depuis des réunions que l'on a depuis le mois de janvier avec la préfecture, avant même qu'il y ait la reprogrammation suite au Covid. C'était déjà des points que l'on prend en compte avec l'évolution aussi de la course. Le fait que ce soit reprogrammé en août, bien évidemment, ça accentue ce phénomène. Mais on a deux phénomènes qu'il faut arriver à gérer. C'est le fait qu'on ait une jeune course et que la plupart des gens, quand on voit le public sur le Tour de France, ils vont voir le Tour de France parce que c'est le Tour de France. Ils y vont en famille parce qu'il y a aussi la caravane. Ce ne sont pas des passionnés de vélo. Vous pouvez voir par exemple, quand il y a le Paris-Nice, par exemple, ou le Critérium du Dauphiné, à part les étapes de week-end, et même le Paris-Nice, quand il y a 500 personnes sur une ligne d'arrivée, c'est le maximum. On reste sur des passionnés. Donc, nous, notre jauge, elle va être entre... On est parti sur ce qui se passe au niveau du Paris-Nice, par exemple, au niveau de la jauge, parce qu'il faut bien se baser sur quelque chose et des retours d'expérience. Donc, on n'est pas une course World Tour, on n'a pas de caravane,
Donc, on devrait avoir une jauge inférieure au Paris-Nice, par exemple, ou au Critérium. Par contre, on est dans une période de vacances. Du coup, il devrait y avoir une jauge qui nous ramènerait au niveau d'un Paris-Nice ou d'un Critérium. Il y a aussi l'aspect Covid qui fait que peut-être qu'il y a du public qui ne va pas aussi vouloir se mêler à d'autres. Donc, il y a différents aspects, on a différents scénarios et on s'est fixé des jauges donc, avec le SDIS, c'est le secours départemental, pour fixer, étudier et appréhender un nombre de personnes. Et en fonction de ce nombre de personnes, nous avons dimensionné notre dispositif de sécurité et de secours sur les pentes du Mont Ventoux, avec par exemple des pompiers positionnés à des endroits stratégiques, avec des secours aussi, avec un hôpital de campagne. Voilà, il y a tout un dispositif que l'on met en place et qu'on essaye d'adapter au mieux à ce qui pourrait être un nombre de spectateurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à déterminer. Imaginez bien aussi, par exemple, que pour le Tour de France au mois de septembre, on n'a aucune idée d'un jour de semaine en septembre du type de public qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y en aura plus ou moins qu'un Paris-Nice on ne sait pas. Ça c'est sûr, c'est vrai qu'à propos de ça, on n'a pas vraiment de référentiel à proprement dit. Et après, très clairement, est-ce que votre équipe, vous avez eu des indications, que ça peut être de la part de l'UCI, de la Fédération française de cyclisme, sur un petit peu les mesures à faire, mesures à mettre en place? On a établi un cahier des charges, donc on a commencé à travailler dessus, je crois que c'était déjà même au courant du mois d'avril ou mai, au mois de mai, avec la Ligue, c'est la Ligue nationale de cyclisme qui gère le vélo professionnel, c'est pas la FFC en France. Mais on s'est retrouvé effectivement avec un cahier des charges du ministère, un cahier des charges de la Ligue, un quand même de la Fédération française de cyclisme et un de l'UCI, plus des recommandations départementales. Donc effectivement, on se retrouve avec à peu près 5 cahiers des charges, avec des contraintes différentes que l'on doit prendre en compte, absorber. Et les stratégies que l'on va mettre en place et les dispositifs sur les aires de départ, les salles de presse, les aires d'arrivée, devront répondre à l'ensemble des contraintes de tous ces cahiers des charges. Donc je ne vous cache pas que ça nous prend beaucoup de temps. On fait, on défait, on refait en fonction des nouvelles contraintes et des nouvelles évolutions. Et c'est un aspect qui est quand même assez difficile à mettre en place. Sachant que la priorité quand même pour nous, c'est la préservation des coureurs. Il ne faut pas oublier aussi qu'on fera partie des toutes premières courses de reprise en France avec la route d'Occitanie. Et vous avez pu lire par ailleurs que le Tour de France étudiait différentes options et différents niveaux de criticité dans les applications des contraintes sanitaires, parce qu'ils espèrent que d'ici septembre, ça se sera allégé. Nous, par contre, on est obligé d'appliquer les contraintes maximales. Donc, ça veut dire un parc fermé pour les coureurs, par exemple, alors qu'on évoquait la possibilité d'avoir un parc plutôt ouvert, que les équipes elles-mêmes autour de leur bus délimitent un espace, mais que quand même on puisse avoir de la presse et du public qui s'approchent au plus près des bus. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça sera un parc fermé, complètement. Voilà. On pourra voir les coureurs, puisqu'on a la chance d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'avoir une grande place rectangulaire, et on va barriérer le tour avec des barrières police, pas des grosses grilles RAS. Donc on pourra quand même les voir, mais on ne pourra pas approcher les coureurs. L'idée, c'est que les coureurs, déjà les coureurs sont testés avant, donc on sait que l'ensemble des coureurs et du staff sont, quand ils viennent chez nous, ils sont réputés sains. Chaque équipe doit avoir un médecin avec eux en permanence, donc ça leur fait des coûts supplémentaires. Et c'est ce médecin qui est référent sanitaire de l'équipe et qui est en relation avec l'UCI. Voilà, avec le secret médical, nous on n'est pas au courant. À partir du moment où ils viennent, c'est qu'ils ont été validés. Et ces coureurs-là ne doivent pas, et le staff ne doivent pas rentrer en contact avec le public. Donc il n'y aura pas de selfie, il n'y aura pas d'autographe. Ils seront présentés au public sur le podium de cérémonie protocolaire. Mais ensuite, ils retournent dans leur parc fermé. Et on doit faire un sas qui part du parc fermé jusqu'à la ligne de départ. Et pendant cette zone-là, c'est pareil, il faut qu'il n'y ait pas de zone de rencontre possible avec le public. Au niveau de la ligne de départ, il y aura un double barriérage. Un double barriérage, ça veut dire que les coureurs, entre les coureurs et le public, il y a 1,50 m d'espace de chaque côté. Donc on peut les voir, on pourra faire des photos, etc. Donc on aura quand même un visuel assez sympa. On a travaillé sur ça quand même pour que ça reste un minimum convivial. Donc on pourra voir le parc coureur, on pourra voir la présentation des coureurs sur le podium et on pourra voir aussi leur mise en grille et le départ. Tout ça sur un même espace. C'est un énorme rectangle où on a tout centralisé
et on a fait des cheminements pour les spectateurs pour qu'ils puissent quand même voir les champions. Mais par contre, effectivement, il faut absolument qu'ils ne soient pas en contact avec le public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Tour, et que si parmi les coureurs plus staff, ça va faire 250 personnes, 300, s'il y en a un seul qui a des symptômes suite à la course, ben c'est l'ensemble des 300 personnes qui étaient présentes ce jour-là qui vont devoir être mises en quarantaine, et puis là, la saison est foutue, quoi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de pression à ce niveau-là, parce qu'on a aussi la responsabilité des courses à venir. Un point qui est assez important aussi à gérer et à ce jour un petit peu compliqué, c'est la presse. Parce qu'on parle beaucoup des coureurs, mais on devrait recevoir 40 à 50 journalistes internationaux. Et ces gens-là viennent des quatre coins du monde. Et ils n'ont pas au niveau, pour le moment, à l'UCI, pour l'instant, il n'y a pas de cahier des charges qui régit les journalistes. Donc c'est à nous d'imposer nos propres règles. Donc on va créer des zones de rencontre pour les interviews. Donc il faudra par exemple prendre un rendez-vous avec un manager d'équipe ou en relation presse d'équipe, et on va créer une zone de rencontre avec un double barriérage à 1,50 m où le coureur sera d'un côté, le journaliste sera de l'autre. Ils pourront procéder à leur interview, mais les journalistes ne rentreront pas dans le parc fermé des coureurs. Voilà, donc en gros, si on résume, l'idée c'est que les coureurs ne soient en contact direct qu'avec des membres de leur équipe et les autres coureurs, et des relations simplement de visu avec le public, et par le biais d'une perche par exemple, avec les journalistes. Exactement, voilà. Donc on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez visuel, mais on appelle ça maintenant une bulle coureur. Voilà. Donc il y a la bulle de la course qui se déplace sur la voie publique, mais on a aussi créé une bulle dans la bulle, et c'est la bulle coureur. Et celle-ci doit être hermétique. Ben voilà, je pense qu'on a pu voir un petit peu ce qui est mis en place autour de la course pour des raisons sanitaires. Maintenant, on va passer à la partie organisation, la préparation de la course. Donc l'année dernière, c'était la première course, en tout cas la première course professionnelle que vous organisiez. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience ? Alors, beaucoup de pression pour la première année, bien évidemment, quand on se lance dans le cyclisme professionnel, tout en ayant une expérience dans le sport amateur. Ça reste toujours quand même quelque chose d'assez compliqué à appréhender. Quand on fait la course, quand la course naît, c'est déjà l'aboutissement en fait d'un long chemin qui dure à peu près 2 ans. Pour créer une première course, il faut à peu près ça. Ensuite, c'est un énorme travail préparatoire. Donc le jour J, si tout est bien préparé, on est là juste pour activer les plans B, puisque chacun est à son poste. Donc l'année dernière, ça s'était relativement bien passé. On a eu les félicitations du jury, de l'UCI. Donc voilà, on s'était quand même fixé comme cahier des charges celui du cahier des charges World Tour. Donc on était très carré sur l'organisation, sur la sécurité. On avait la garde républicaine. Donc on a eu une télévision aussi, une couverture internationale. On a travaillé avec ASO l'année dernière, qui nous a permis d'être sur l'équipe, sur Eurosport, sur la RAI, sur la RTBF. On a été vraiment avec une très grosse couverture, et ça nous a apporté une crédibilité, une notoriété. Donc ça s'est très très bien passé. Le plus compliqué, c'est d'arriver à avoir un plateau sportif de renom, parce qu'à la base, si on organise ça, on n'organise pas une course de vélo pour gagner de l'argent, clairement. Tous les organisateurs en France vous le diront, le modèle économique du cyclisme en France et peut-être en Europe est très très compliqué, en dehors des très grosses courses. Donc c'est la passion qui nous anime. Il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est qu'une classe 1, et que dans la hiérarchie du cyclisme mondial, la priorité pour les équipes de renom que l'on voit en tant que passionnés à la télé au Tour de France, ce sont des équipes World Tour qui ont déjà obligation d'aller faire l'ensemble du calendrier World Tour, qui lui-même est déjà très chargé. Donc le fait d'avoir un parcours de rêve et le Mont Ventoux comme un mythe, c'est l'histoire du cyclisme quand même qui s'est déroulée là-bas. Tout coureur a envie d'y aller, ça suffit pas en fait. Le critère sportif n'est pas le seul critère de construction d'un calendrier d'une équipe. Et ça, il faut que nous aussi on l'apprenne. On peut avoir un très très beau projet, un très beau parcours, on trouve ça génial, les coureurs peuvent trouver ça aussi très intéressant. Il faut que ça rentre dans une logique de calendrier annuel, et aussi dans un calendrier World Tour qui est déjà chargé. Donc il y a moins de points UCI, même si on a eu une très belle couverture médiatique, c'est pas pour autant que les équipes vont prioriser notre épreuve.
Donc ça sera long. Il faut prendre du galon. Alors, on va parler directement du plateau. Ça, c'était ce qui était un petit peu compliqué l'année dernière. Cette année, déjà en année normale, c'est-à-dire en organisation prévue au mois de juin, nous avions déjà beaucoup de demandes. Par contre, nous n'avions pas d'équipe avec des coureurs de renom, comme on peut l'avoir par exemple avec Astana qui va nous aligner Miguel Angel Lopez. C'était pas prévu cet hiver, cette histoire-là. Donc, parmi toutes les difficultés que l'on a rencontrées avec la reprogrammation et le Covid, il y a bien une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que la reprogrammation en phase de préparation du Tour de France nous permet d'avoir un plateau relativement exceptionnel cette année, comme d'autres courses françaises. Et on espère que ça va nous permettre de passer un cap et de gagner, par exemple, 2 années de notoriété auprès des équipes au World Tour. À nous d'essayer de bien les recevoir et de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et justement, est-ce que le fait que l'épreuve soit assez jeune, ça a pas été est-ce qu'elle n'a pas été en danger vis-à-vis de la crise, et est-ce qu'une annulation a peut-être été envisagée, et est-ce que vous auriez pu vous en remettre Là, personne ne peut le savoir, mais c'est évident que quand on est une jeune épreuve, quand on a déjà fait 20 éditions et qu'on ne fait pas la 21e et on repart sur la 22e, ça n'a pas les mêmes répercussions que quand on n'en a fait qu'une et que dès l'année suivante, on n'existe plus. Donc c'est toujours compliqué. Par contre, la date au niveau de l'UCI, on l'avait déjà sur 3 ans, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On a contacté, on avait prévu d'annuler, on ne savait pas qu'on allait pouvoir repartir. Et quand on a su qu'on pouvait repartir, on a fait le tour de nos partenaires principaux, de nos élus, et ils étaient tous d'accord pour repartir. Et si ce n'était pas le cas, de toute façon, par exemple, le partenaire CIC que l'on avait signé cette année était prêt pour être présent à nos quotas en 2021. Donc ça, c'était rassurant. Mais oui, on a été en danger, bien évidemment. Je reviens juste par rapport avant de continuer à parler un petit peu du futur, là, juste sur le passé, un dernier point, juste moi savoir un petit peu la genèse du projet et à quel moment tu t'es dit, tiens, on va faire une course, parce que quelque part, on est dans un cyclisme, tu parlais du modèle économique tout à l'heure, on connaît plus le cas de courses cyclistes qui s'arrêtent que de courses cyclistes qui se créent, surtout à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai envie de savoir comment t'es venue un petit peu cette idée, presque un petit peu folle finalement, de faire une course cycliste, en plus avec le Ventoux comme point d'orgue. Ouais, l'idée, elle s'est faite petit à petit, mais moi, j'ai toujours fait du vélo et de la compétition depuis tout petit, donc j'ai toujours été dans le vélo, j'ai toujours fait des belles courses. Et ensuite, quand on a organisé le Grand Fondo Mont Ventoux, qui est devenu en 5 ans quand même une des épreuves amateurs phares sur la France, et on a même 40 pays différents quand même qui viennent chaque année chez nous. L'idée, c'était de leur proposer de vivre une journée dans la peau d'un professionnel. Donc, au niveau de la cyclosportive, on avait mis en place toutes les infrastructures que l'on peut retrouver, par exemple, quasiment sur une classe 1 ou une très très bonne course élite avec des voitures, des motos ardoisiers, un caméraman, des voitures de dépannage neutre, une sécurité au top. Donc, finalement, mis à part le fait qu'on passe de coureurs amateurs à des coureurs pros, on avait déjà tout mis en place en termes d'infrastructure sur cet événement amateur au mois de juin. Et on s'est dit, puis pas mal de coureurs nous disaient que ça ferait quand même une belle Coupe de France en DN1 par exemple, parce que j'ai pas mal de collègues dans le vélo. Et puis on s'est dit, mais une Coupe de France, ouais, pourquoi pas, mais une Coupe de France, c'est peut-être même plus compliqué à financer qu'une course pro. Parce qu'on s'est dit, on le fait ou on le fait pas. Une manche de DN, par exemple, de DN1, il n'y a aucune visibilité pour un partenaire. Une course pro, on est à même d'apporter une visibilité complémentaire et peut-être de dégager du budget. Donc on s'est dit, pourquoi pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de course pour grimpeurs en France. Cette année, il y aurait pu y avoir la Mercantour, mais il y a 3 ans de ça, il n'y avait plus de course, ni dans notre département, à part un passage du Critérium de temps en temps, ou du Paris-Nice, ou du Paris-Tour, du Tour de France. La dernière course pro appartenant au département, c'était le Tour du Vaucluse il y a 20 ans. Donc ça faisait vraiment longtemps, et on a pensé que le Mont Ventoux méritait d'avoir sa course. Voilà. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de s'appuyer sur ce mythe et de créer une course qui deviendra, on l'espère un jour, une semi-classique réputée, quoi. Et pour grimpeurs. L'idée, c'était de se calquer et de se grouper à notre cyclosportive sur le même esprit que l'on retrouve sur le Paris-Roubaix par exemple, ou sur l'Estrade Bianche par exemple aussi. Et c'était de faire se rencontrer les univers amateurs et professionnels le temps d'un week-end.
pour partager la passion. Donc les gars, ils viennent faire la cyclo-sportive la veille, et le lendemain, ils restent pour regarder les champions. Et après, justement, pour cette année, donc cette année en 2020, donc la course professionnelle aura lieu un mois avant la course amateur. Qu'est-ce qui a été la priorité pour toi, pour ton équipe, la course pro ou la course amateur? La passion vous dira la course pro, la réalité du terrain vous dira le grand fondo. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à financer la course pro, parce qu'il faut trouver des partenaires privés. S'il n'y a pas les partenaires, il n'y a pas de course. Et avec un grand fondo, on a quand même les participants qui, justement, en participant, payent pour participer à la course et nous apportent 60% du budget. Donc sur le grand fondo, on a 60% du budget qui est apporté par les coureurs eux-mêmes. Il ne nous restait plus que 40% à trouver. Sur la course pro, c'est 100%. Voilà. Donc priorité aux amateurs. Et d'ailleurs, justement, pour finir par rapport à la Grande Fondo, on signalera qu'on aura peut-être le vainqueur de l'édition 2019 qui participera à la course pro cette année. C'est avec Antoine Berlin. Antoine Berlin qui est dans l'équipe Cambodia, qui est une des 3 équipes continentales qui sont invitées sur la course. Donc voilà, ça apporte un petit côté un petit peu particulier d'avoir un coureur qui pourrait faire les 2 versions. Ah, là, ça reste quelque chose quand même d'assez inédit. C'est vrai que, voilà, que le fait qu'il ait la possibilité de faire la bascule, c'est quelqu'un en plus qui vient directement du monde du cyclosport. Hein. Il n'a pas couru ni en DN2 ni en DN1 en FFC. Et on trouvait ça sympa, le clin d'œil, de pouvoir justement lui permettre à son équipe aussi, mais parce qu'à la base, elle a quand même pas mal de Français à l'intérieur. Mais si on parle du cas d'Antoine Berlin, c'est vrai que ça reste quelque chose à surveiller, quoi, à regarder. Ça peut être sympa de voir justement les écarts de niveau quand on passe des amateurs aux professionnels. Par rapport à la retransmission de télé de la course, comment ça s'est préparé cette année? Parce que c'est des conditions particulières comme tout. Au niveau de la préparation, ça s'est fait comme l'année précédente? C'est une question de budget, encore une fois. Voilà. Produire une course de vélo, c'est une épreuve hors stade. Ça demande des moyens techniques exceptionnels. Téléviser un match de tennis, un match de foot, quelque chose ou une course de BMX par exemple ou de piste, c'est facile parce qu'on prend des caméras câblées en 4G ou en 4K. Enfin, on fait de la captation et c'est assez facile. Le problème du vélo, c'est que c'est mobile, c'est hors stade et il faut des caméras HF embarquées avec des hélicoptères, avec aussi un avion en relais qui récupère le signal qui part des motos, qui est envoyé à une parabole qui est sur un camion régie qui est positionné en hauteur. Et après, il faut un satellite. Tout ça, c'est très compliqué et très cher. Je crois que seules les épreuves ASO arrivent à récupérer suffisamment de droits télé pour couvrir les frais de production et faire un peu de bénéfice. Toutes les courses en France doivent financer elles-mêmes la production. Donc on a d'un côté la production et on a d'un côté le diffuseur. Que ce soit Eurosport, France Télévisions ou l'équipe ou RMC Sport, mais il n'y a pas de vélo là-dedans, mais ce sont des diffuseurs. Eux, c'est pas eux qui ont les hélicoptères, c'est pas eux qui ont les satellites, c'est pas eux qui ont les caméras. Ils font appel à des boîtes de production qui sont spécialisées dans le cyclisme. Il y en a 2 en France. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Voilà. Les chaînes ne sont pas forcément prêtes à payer la production pour diffuser nos épreuves. Clairement. Donc c'est un souci. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, si tu ne payes pas ta propre course, tu passes pas à la télé. Donc là, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que les budgets explosent. Parce que payer cette production-là, ce sont des budgets, je vais vous donner une fourchette, c'est de l'ordre de 100 000 euros de produire une journée de course, hors taxe. Et comme on est une association, ça fait 120. Ouais, ça fait... Voilà. Donc, si on n'a pas la région, parce qu'on diffuse des beaux paysages et on va générer du tourisme, si la région et le département ne financent pas, n'apportent pas une aide à la hauteur des enjeux et de ce que coûte la production, on est en difficulté pour produire les images. Donc, on est en train de travailler sur la télé cette année. Ça a été très compliqué parce qu'on a perdu beaucoup de petits partenaires qui donnaient 5 à 8 000 euros. On appelle ça des hospitalités. Quelqu'un qui a 3 enseignes, qui a une franchise et qui a 3 commerces dans la région, dans des galeries commerciales, qui est passionné de vélo et qui nous donnait 5 ou 8 000 euros. Ces boutiques, elles sont restées fermées pendant 2 mois et presque 3 mois. Il les garde, c'est normal. Donc,
toute cette partie-là qui nous aidait à financer la production, on l'a plus, donc on est en train encore de travailler sur le sujet. On espère pouvoir vous proposer à tous les passionnés une diffusion télévisée en direct. Mais c'est pas encore acté. Juste question technique par rapport à ce que tu disais, tu parlais de petits partenaires. Ça a été combien le manque à gagner là, du Covid pour ta course? 70 000 euros. Ça fait déjà Voilà. pas mal, ouais. Bah, c'est une course comme la nôtre, c'est un budget au minimum 250 000 euros. Ok. Et pour le coup, Donc, ça aurait ça été pire de ne pas l'organiser cette année. Nous, on n'était pas prêts à perdre 150 000 euros sur une organisation. Les banques ne suivent pas parce que le modèle économique n'est pas viable en dehors uniquement des partenaires. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de vente. Donc, on n'aurait pas organisé. Voilà. On a décidé d'organiser uniquement quand on a su qu'on nous donnait une date et uniquement quand on a su que nos partenaires privés et institutionnels nous apportaient le budget suffisant pour sortir la course. Ce qui n'est pas la télé, c'est pas grave. C'est bien si elle y est, si elle n'y est pas, c'est pas dramatique. Mais ce que l'on voulait, c'est avoir le budget pour les coureurs, pour refaire la course. Et c'est uniquement quand on a su qu'on pouvait avoir le budget pour garantir l'organisation de la course qu'on s'est lancé cette année. Voilà. Il ne faut pas non plus s'engager dans des prises de décision qui nous amèneraient aussi à décevoir les équipes et les coureurs. Donc il faut penser aussi au moyen terme. Il vaut mieux annuler et bien faire l'édition suivante que de dire je vais la faire et puis de faire une demi-course. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la Coupe de France niveau DN, mais on sait que cette année, la Coupe de France au niveau professionnel a été pas mal modifiée. Et est-ce que l'épreuve a été approchée pour en faire partie Alors, on a fait pas mal de visio tous ensemble avec la Ligue et les autres organisateurs. Et je vais le dire franchement et clairement, que ce soit la Mercantour ou que ce soit nous étions d'accord pour recevoir une manche de Coupe de France, pour reconstruire un calendrier. Cependant, l'idée de la Coupe de France, c'est de pouvoir recevoir l'ensemble des équipes françaises. Et les deux équipes continentales françaises ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas venir sur nos épreuves. Donc, par rapport à Saint-Michel et à Aubert, nous n'avons pas été retenus pour être une Coupe de France. L'idée, c'est que peut-être dans l'année prochaine, on commence aussi, en termes de Coupe de France, de construire un calendrier où on retrouve aussi des épreuves de montagne et des épreuves dites plus difficiles, j'ai envie de dire, de manière à ce que, par exemple, les leaders des équipes françaises, qui, je ne vais pas dire qu'elles snobent la Coupe de France, mais elles ont d'autres priorités, ça serait quand même peut-être bien qu'on fasse monter d'un cran le produit Coupe de France en amenant un calendrier complet sur lequel tous les coureurs des équipes françaises puissent se retrouver. C'est vrai qu'après, justement, pour les deux équipes continentales françaises, la course, le Mont Ventoux des Niger Challenge, cette année tombe en même temps que le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Comme elles n'ont pas forcément un effectif extrêmement complet, il peut y avoir priorité à cette course qui est de catégorie 2, qui est, cela dit, également montagneuse. Hein, donc, Oui, mais l'année dernière, ils n'étaient pas venus non plus à notre course. Hein, donc, j'espère qu'ils arriveront à étoffer leur effectif ou à considérer aussi... voilà. Après, si leurs objectifs c'est des classes 2, il n'y a pas de souci. Hein, il faut aussi gagner des courses pour trouver des sponsors et pour pouvoir monter en grade. Donc, d'aller toujours courir avec le niveau supérieur, ça peut faire progresser, mais il ne faut pas oublier que derrière, il faut qu'ils trouvent des sponsors. Et c'est important d'amener des résultats dans les équipes. Après, justement, par rapport au placement dans le calendrier, l'année dernière, vous étiez le lundi, juste après le Critérium du Dauphiné. Là, vous êtes la veille du Tour de l'Ain, 2 jours après l'arrivée de la Route d'Occitanie. Pourquoi vous êtes concerté avec les organisateurs de ces autres courses, ou alors la place était libre, vous vous êtes dit c'est un bon créneau? Non, alors bon, cette année c'est le Tour de l'Ain, l'année dernière c'était le Critérium. L'idée quand on construit un calendrier, c'est d'apporter quand même une sorte de logique géographique dans l'enchaînement des courses. Surtout quand on est une course de 1 jour. On va pas faire venir des gens des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Belgique et du nord de la France pour un seul jour de course en classe 1. Si ils sont déjà en train de faire un front de course en Belgique, un coureur c'est plus facile à déplacer, à la limite on les met dans un avion, mais il faut pas oublier que quand il y a 7 coureurs, il y a 10 ou 12 personnes en effectif logistique derrière. Et il faut déplacer les bus, il faut déplacer les camping-cars, il faut déplacer les camions techniques avec les vélos. Il y a des jours de repos aussi pour ces gens-là.
c'est toujours très compliqué en termes de logistique, en fait, d'enchaîner les déplacements. Des fois, il faut même qu'ils changent de chauffeur quand il y a beaucoup d'heures. Donc, ça leur double les effectifs. Pour venir de Belgique en France, il faut 2 chauffeurs pour un bus. Et pour un camion, c'est pareil. Ou sinon, il faut prévoir des repos. Il y a des heures obligatoires pendant lesquelles les chauffeurs n'ont pas le droit de rouler. Tout ça, en fait, c'est des choses que l'on apprend aussi, nous, avec l'expérience qu'on est en train de se construire. On pense toujours au coureur, mais en réalité, des fois, le frein au déplacement d'une équipe, c'est pas le coureur. C'est l'ensemble du staff, les temps de repos, le fait qu'ils travaillent les week-ends aussi, qu'ils ont besoin de se reposer en semaine. C'est tous ces frais-là, en fait, qui sont assez lourds pour les équipes. Donc, l'idée, dans la date, c'était de profiter que les coureurs soient dans le quart sud-est. Et le quart sud-est, c'est le Critérium, qui est dans le nord de la vallée du Rhône. On descend la vallée du Rhône et on va sur la route d'Occitanie. En fait, c'est l'A9 et l'A7 qui apportent cette continuité, qui amène, on va dire, dans la région Occitanie. Et nous, on est situé dans cette virgule-là. Donc, d'être soit avant, soit après l'une des 2 courses, qui soit le Critérium ou la route d'Occitanie, était quelque chose aussi de demandé par les équipes. Alors après, l'année dernière, on n'a pas eu de chance, parce que le Critérium, pour notre première année, n'est jamais arrivé aussi loin du Vaucluse. Ils sont arrivés en Suisse. Donc là, on n'a pas eu de chance. S'ils étaient arrivés à Clermont-Ferrand ou en Haute-Savoie, on gagnait 2 heures de transfert, et là, c'était beaucoup plus facile. C'est comme ça. Voilà, on ne connaissait pas le parcours à l'époque. Donc, on a un petit peu payé l'éloignement, finalement, géographique du Critérium. Maintenant, j'ai envie de dire que là, c'est le passionné qui parle aussi. On a toujours envie d'avoir les équipes au World Tour. Mais de toute façon, même si le Critérium avait été proche, c'est pas dit qu'on aurait eu l'ensemble du plateau World Tour dès la première année en classe 1. Donc, on a plus d'interactions à mettre en place, j'ai envie de dire, avec la route d'Occitanie, qui est aussi une classe 1, qu'avec le Critérium. Donc, ce qui est important pour nous, dans mon rêve, ça serait d'être plus sur le plateau du Critérium et d'être proche du Critérium. Dans la pratique, et prenons les choses les unes après les autres et construisons notre renommée de manière sûre et fiable et pérenne. C'est surtout avec la route d'Occitanie que l'on est en lien et avec qui on travaille, et plutôt efficacement. Par rapport à ce que tu disais, et tu parlais de bâtir une notoriété progressivement. Est-ce que justement, tu n'as pas la crainte du retour à une saison 2021, enfin une édition 2021, plus peut-être dans la lignée de celle de 2019, donc moins exceptionnelle, je pense en termes de plateau notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu crains ou au contraire tu l'appréhendes de façon sereine? Après, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous dire vraiment ce qu'il va se passer. Je pense qu'on sera sur une étape intermédiaire, c'est-à-dire que ça va nous aider à progresser. Si les équipes et les vainqueurs potentiels ou podiumables de cette année retrouvent aussi une très belle couverture média, parce qu'une victoire au Mont Ventoux, c'est quand même quelque chose de très prestigieux. Je pense que ça rentrera en compte aussi. Donc, je pense qu'on sera sur une situation intermédiaire. Si on arrive à maintenir un plateau comme cette année, je serais très heureux. Je pense qu'on risque peut-être de redescendre d'un cran. Mais comme si ça se trouve, le calendrier l'année prochaine, avec les Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas la date du Tour de France. Vous avez dû l'entendre. Le Tour de France risque d'être encore à nouveau décalé, mais par rapport, je crois, à une coupe de foot, un match de foot. C'est vrai, par rapport à l'Euro 2020, il y a Oui. Voilà. il y a des matchs qui se déroulent à Copenhague. Voilà, donc ça serait plutôt par rapport à l'Euro que le Tour bougerait. Mais cette année, par exemple, le Tour avait bougé, mais pas le Giro. Donc tout s'est concentré entre le Giro et le Tour, et on s'est retrouvé avec des courses en concurrence qui, sur une année normale, nous n'aurions pas. Donc ça, c'est pareil, ça dépendra aussi du calendrier de l'année prochaine. Tant que le Tour de France ne s'est pas positionné et que les manches World Tour ne se sont pas positionnées, on ne peut pas, nous, classe 1 ou Pro Series, d'ailleurs c'est la même chose, ou les classes 2, venir se greffer, si vous voulez, autour et entre ces épreuves au World Tour. Donc on attend impatiemment ça. D'habitude, ça se fait au mois de juin pour l'année d'après. Bien évidemment, là, il y a tout qui est reprogrammé, donc ça va prendre un peu de temps. Mais il y a la notoriété, mais il y a aussi l'imbrication des dates dans le calendrier World Tour qui feront qu'on peut avoir ou pas des belles équipes présentes l'année prochaine. Après, justement, oui, par rapport aux équipes, aux coureurs qui sont présents cette année, au final, on peut dire que c'est un peu
un petit peu une chance d'avoir au final ce calendrier un peu remodelé avec des coureurs. Là, vous aviez annoncé sur les réseaux sociaux Romain Bardet, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Richie Porte, Bauke Mollema. C'est beaucoup de grands noms qui vont apporter vraiment de la visibilité à l'épreuve. Ah oui, clairement. De toute façon, on le voit sur les réseaux, on parle de réseaux. Quand j'annonce certaines têtes d'affiche, on voit de suite le résultat en termes de retombées médiatiques. Donc c'est quelque chose qui est attendu de la part du public, attendu de la part de la presse, mais aussi, je pense, attendu par les coureurs, parce que ça va être un test pour eux. Parce que sur la route d'Occitanie, cette année, il y aura pas sur 4 étapes, il n'y a pas 4 étapes de montagne. Donc, et là, c'est une des premières courses où on va leur proposer ce qu'on appelle des ascensions longues. C'est le même type d'effort qu'ils vont retrouver au Tour de France. On aurait pu leur mettre beaucoup de dénivelé sur un enchaînement de petites bosses ou de petits cols. Ça n'aurait pas eu le même impact peut-être sur certains coureurs. Donc, le fait de proposer des ascensions longues, de 15 km, de 20 km avec les ascensions sur le Mont Ventoux, leur permet vraiment de travailler ce coup de pédale qui sont déjà d'ailleurs en train de travailler en stage. Ils sont tous en stage en altitude. C'est vraiment un coup de pédale qu'il faut arriver à retrouver. Et je pense que pour eux, c'est l'opportunité d'avoir un test et de savoir où est-ce qu'ils se situent justement sur ce type d'épreuve. C'est vrai que justement, oui, pour cette année, il y a un double passage au Mont Ventoux avec un premier remontée jusqu'au Chalet Reynard depuis Bédouin, une descente par Verso et la remontée finale vers le Mont Ventoux. Ça, c'est la volonté d'avoir 2 passages au Mont Ventoux, c'était déjà dans ton esprit avant le Covid. Oui, on l'avait gardé bien au chaud. C'est quelque chose qui était déjà prévu depuis la fin de l'édition de l'année dernière, en fait. Voilà. Après, je vous cache pas qu'on s'est posé la question de retravailler ou pas le parcours suite à justement au Covid et à la reprise des coureurs. On voulait pas que ce soit trop dur non plus. Donc, on s'est posé la question comment va être perçu le fait que l'on annonce une double ascension. Mais de notre côté, les coureurs ont besoin de ce type d'effort pour se préparer pour le Tour, donc ça a été bien accueilli. Alors, j'ai une question, tu vas me dire, presque la réponse on l'a, mais j'ai quand même envie de l'entendre. Est-ce qu'une arrivée sur le Mont Ventoux, dans ton épreuve, c'est indispensable, ou est-ce qu'on peut envisager une arrivée ailleurs, suite à la descente du Ventoux, par exemple? Alors, il y a pas mal de personnes qui disent que d'arriver au sommet d'une épreuve, ça génère aussi une course d'attente. Et qu'en gros, on s'embête jusqu'à la dernière montée. Mais dans le Tour de France, il y a aussi des épreuves qui arrivent au sommet. Il en faut pour tout le monde. Donc, nous, on est typé sur des grimpeurs. Ils ont aussi besoin... 60% ou 70% des courses sont gagnées par des sprinteurs ou des punchers. Donc, les grimpeurs ont aussi besoin de lever les bras pour retrouver de la confiance, pour le spectacle aussi. Donc, nous, on se positionne sur ce créneau-là. C'est vrai que si l'arrivée était située comme à une époque au Tour de France à Carpentras par exemple, une échappée peut-être arriver au bout, donc ça apporte un peu plus de suspense peut-être, mais clairement c'est pas ce que l'on souhaite. Je pense que pour un coureur, gagner un jour ou ne serait-ce qu'arriver un jour au sommet du Mont Ventoux, ça reste quelque chose d'unique dans la carrière d'un coureur, et d'arriver à leur proposer ça, je pense que c'est bien. Et du coup, toujours dans l'avenir de l'épreuve, est-ce que, en plus de l'épreuve amateur et professionnelle, ça a été envisagé de développer une épreuve féminine, vu que ça se fait énormément et que le cyclisme féminin prend de l'essor? Est-ce que vous avez imaginé développer une épreuve pour les femmes? Alors, clairement, le cyclisme féminin, j'ai envie de dire qu'il est dans mon ADN, parce que j'ai commencé à faire du vélo en voulant faire pareil que ma sœur. Il faisait du vélo. Voilà. Et ensuite, il faut savoir qu'on n'est que 2 à organiser, et le Grand Fondo et la course pro. Et il se trouve que le co-organisateur, c'est ma compagne, et avec qui on fait beaucoup de vélo ensemble. On fait, on fait 7 à 10 000 km de vélo par an. Voilà. Donc, elle sait de quoi elle parle aussi. Donc, le cyclisme féminin, pour moi, il a sa part entière dans le vélo. Après, il ne faut pas oublier une chose, que c'est une question de moyens aussi. Et quand souvent vous voyez des courses féminines, elles sont greffées souvent à des épreuves World Tour. Parce que quand on fait une course World Tour, on est obligé de faire aussi une course de filles. Je vais revenir au Strade Bianche dont je parlais tout à l'heure.
il y a une épreuve féminine, il y a une épreuve masculine et il y a le grand fondo. Et si un jour on voulait passer grand fondo par exemple, on serait dans l'obligation de créer une course féminine aussi. C'est comme ça. Et après, sur l'ensemble des épreuves, on arrive à financer les 3 courses. Mais c'est parce que c'est tout ou rien. Faire uniquement une course féminine, pour la financer, c'est très, très compliqué. Voilà. Ou alors, on restera sur quelque chose de bancal et c'est pas ce que l'on souhaite faire, quoi. Donc, c'est où on fait ou on fait pas. Mais si un jour, si quelqu'un nous entend, nous apporte les moyens de le faire, on est prêt à le faire. C'est un sujet qui a été évoqué avec les partenaires ou... Dans un premier temps, on a déjà beaucoup de mal à financer la course pro homme. Donc, ça pourrait être un projet à 5 ans, mais déjà, essayons de pérenniser la course pro avec nos partenaires. Et chez nous, c'est compliqué parce qu'on a du mal à mobiliser les institutions. On n'arrive même pas à 5% du budget en subvention. Donc, c'est unique en France. Voilà. On est obligé de se débrouiller tout seul. Parce que je suppose que notre territoire estime qu'à partir du moment où le Tour de France vient une fois tous les 3 à 5 ans, ça suffit. Et que le touriste vient tout seul chez nous. Donc, quelque part, notre force est aussi notre faiblesse. La force dans le monde des passionnés de vélo du Mont Ventoux, c'est énorme en termes d'impact médiatique. Notre faiblesse, c'est que quelque part, notre territoire n'a pas besoin d'une course de vélo. En dehors du Tour de France. Et c'est très compliqué pour nous d'arriver à financer nos projets, quoi. Et après, justement, par rapport au fait de pérenniser la course, pour l'instant, là, c'est une course qui est de classe 1. Est-ce que c'est envisagé de passer pour postuler pour le Pro Series ou le World Tour ou trop compliqué, trop cher La réponse, c'est celle de tout à l'heure. Hein. C'est, nous, on applique le cahier des charges au World Tour. La seule différence que l'on n'a pas mis en place, si on compare par rapport au World Tour, c'est qu'on n'a pas barriéré les 3 derniers kilomètres, mais on a barriéré les 300 derniers mètres. En dehors de ça, tout était mis en place comme une épreuve World Tour. Par contre, pour passer World Tour, c'est pas du tout le même tarif. Donc les taxes au niveau de l'UCI sont beaucoup plus importantes, les équipes, elles prennent aussi beaucoup plus, les primes de coureurs sont plus importantes, on contribue aussi beaucoup plus aux taxes antidopage, et aussi il faut aussi organiser une deuxième course pour les femmes. Donc en gros, le budget, il faut le multiplier par 3, voire 4. Donc on pourrait passer World Tour, mais c'est qu'une question de moyens. Déjà en Pro Series, on augmente de 20% le budget. Donc il faudrait arriver à le trouver. Et c'est un peu le problème si, comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de soutien institutionnel derrière. Contrairement à d'autres courses. Il faudrait avoir une volonté politique de nous accompagner vers le plus haut niveau de la hiérarchie mondiale du cyclisme. Nous, on est prêts à le faire. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci Nicolas Garcera d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc le 6 août pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenge avec la double ascension du Mont Ventoux. Et on espère un beau spectacle. Tout à fait, avec des coureurs comme Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Richie Porte, Romain Bardet. En tout cas, c'est sûr, il y aura du beau monde au départ. Merci également à Anselme et Bertrand qui étaient avec moi pour ce podcast. Et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Chasse Patate avec le retour des compétitions. Enfin, espérons que tout se passe bien. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. A bientôt dans Chasse Patate.